Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence sur les modèles économiques de projets de performance énergétique. Je m'appelle Baptiste Barrère, je vais animer cette conférence. Avant toute chose, je tiens, comme on est en plus ou moins petit comité, vous proposer aussi de participer à cette conférence en posant des questions, en levant la main. Et donc je viendrai vous tendre le micro pour poser des questions, demander des précisions si besoin, par rapport à ce que vont pouvoir dire les intervenants. Et justement, en parlant des intervenants, avant de reparler du pitch et resituer le contexte, je vais laisser à chacun le soin de se présenter, à commencer par Sylvie Perrin, par ordre de Merci priorité. beaucoup. Sylvie Perrin, je viens ici principalement en tant que présidente de la Plateforme Verte, qui est une association qui regroupe à peu près 120 personnes, des 120 membres du domaine de la transition énergétique et qui a pour but de promouvoir la transition énergétique. Mais évidemment, je vois aussi beaucoup de projets liés à la performance énergétique en ma capacité d'avocate au cabinet de Gaulle. Très clair, merci beaucoup. Et on a le plaisir aussi d'accueillir Rémi Berton, cofondateur de Enerpact. Est-ce que Rémi, vous pouvez présenter Enerpact en quelques mots ? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Rémi Berton, je suis le cofondateur d'Enerpact. Et Enerpact, c'est une entreprise qui, depuis 2016, accompagne des patrons de petites et moyennes organisations dans leurs projets photovoltaïques pour en assurer la performance opérationnelle sur le long cours. Très clair. Et Vincent Jacquet, manager énergie chez Layton pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, manager Layton Énergie à Lyon. Ça fait 8 ans que je suis au sein du cabinet Layton. Et donc Layton, on est un cabinet de conseil spécialisé en fait en performance économique et énergétique, et aussi dans le cadre du financement de l'innovation. Très clair. Et à nouveau, bienvenue à tous. Et n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions en live. Donc le pitch, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'était tout projet de décarbonation et d'efficacité énergétique entraîne la modification d'un procédé de production. Lorsqu'on est industriel, ça suppose des prises de risques. Lorsqu'on est un décideur notamment de PME industrielles ou de grands groupes ou d'ETI industriels, qui s'ils sont mal couverts peuvent freiner les décisions d'investissement. On verra aussi avec des contraintes réglementaires, mais aussi des contraintes de prix qu'on est souvent entre deux chaises vis-à-vis de ça. La question, c'est comment bien évaluer les coûts complets des usages, comment identifier les leviers de financement et les dispositifs fiscaux existants qui sont souvent mal connus ou mal maîtrisés par les industriels et les entrepreneurs. Et surtout, comment trouver finalement de nouveaux modèles d'affaires rentables et durables. On le verra avec les énergies alternatives. Comment est-ce qu'on peut financer sa transition énergétique pour rester d'un côté compétitif, mais aussi tendre vers le progrès durable au regard de l'urgence et des enjeux climatiques. La première question que je voulais vous poser à tous, à commencer par Vincent, c'est là on parle de modèle économique de projet de performance énergétique. Quelle est votre définition de la performance énergétique quand on est une entreprise industrielle ou un industriel, et quelles pourraient en être les étapes, c'est-à-dire de la mise en conformité réglementaire jusqu'à la capacité à revendre tout ou partie de son énergie décarbonée produite sur son site industriel? Alors pour moi, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir moderniser donc son parc de production. Aujourd'hui, c'est essentiel dans le monde industriel. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont aussi mettre en place de nouvelles stratégies dans tout ce qui est maîtrise de l'énergie et aussi de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en fait, il y a différentes phases qui vont rentrer en fait pour répondre à ces différentes problématiques. Et donc l'objectif, déjà, c'est peut-être aussi de répondre à des contraintes qui sont réglementaires. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du décret tertiaire, du décret BACS, qui ont été mis en place depuis quelques années. Et donc, je pense que si on veut respecter toutes les étapes et qu'elles vont dans le bon sens, on va partir évidemment d'un audit énergétique. Et quand on dit un audit énergétique, on parle de quelque chose d'assez précis et uniquement pas de l'audit énergétique comme on peut le voir d'un côté particulier. Donc ça va vraiment être une phase faite par des professionnels pour après pouvoir en fait identifier les différents leviers et sur quoi on va pouvoir jouer. Donc après il va y avoir différentes on va dire interventions possibles.
Nous, notre objectif, c'est aussi de vous apporter des leviers de financement, que ce soit économique, que ce soit énergétique, comme la valorisation des certificats d'économie d'énergie, un accompagnement aussi sur tout ce qui est aide et subventions, puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place par le FEDER, par le Fonds Chaleur. C'est des choses qui peuvent être vraiment très intéressantes. L'idée, c'est pratiquement d'autofinancer en fait une nouvelle installation pour pouvoir vraiment réduire cette consommation énergétique. Et notre travail, ça va vraiment d'être là-dedans, de pouvoir analyser toutes ces phases pour y répondre et faire en sorte de répondre à une évolution réglementaire, avoir une installation qui va être autofinancée via les différents dispositifs et leviers que l'État ou que d'autres organismes proposent et faire fonctionner ces synergies pour que tout le monde puisse y répondre et soit gagnant par rapport à cela. Merci beaucoup pour cette définition. Est-ce que Sylvie ou Rémi, vous en avez une autre ou vous voulez la compléter ? La performance énergétique, c'est pouvoir tabler sur les résultats qu'on escompte d'un projet dans un monde où on va passer d'un monde de consommation, j'achète de l'électricité à EDF au fil des années pour mes propres consommations, par exemple, à un nouveau paradigme où je vais investir à un instant T en espérant que sur les dizaines d'années qui viennent, le projet énergétique que je vais avoir va bien avoir, sur le très long cours, les performances escomptées. Et la performance énergétique, c'est ça. Et du coup, ça va être tout l'objet, je pense, de la discussion qu'on va avoir ensemble. C'est qui va porter la responsabilité, comment vont se partager les responsabilités sur cette performance réelle qui est attendue par le porteur de projet, par le besoin initial qui a été exprimé. Eh ben alors, je vais intervenir. Pour moi, la performance énergétique, c'est à la fois repenser complètement le modèle de production et de consommation. Il faut en amont consommer autrement, produire autrement pour justement permettre cette performance. Et de là, découlent des modèles d'affaires, découlent des capacités de financement. Voilà, tout simplement. Et justement, Sylvie, moi j'avais une question à vous poser. Donc c'était, on parle de projets de performance énergétique purement parfois opportunistes, c'est-à-dire on peut par exemple installer du photovoltaïque, on le verra par la suite, pour autoproduire et donc baisser sa facture énergétique ou activer certains leviers fiscaux pour baisser sa facture énergétique. Mais il y avait cette distinction entre des projets de performance énergétique purement opportunistes, fiscaux ou financiers, et ceux qu'on pouvait classer aussi parmi des projets à tendance RSE extra-financière, soit d'une contrainte réglementaire, par exemple la mise en conformité avec la loi AGEC, où on l'a vu, on va le voir, avec le décret tertiaire et le décret BAX dans le cadre des bâtiments tertiaires. Mais il y avait aussi toute une partie de sa performance énergétique qui pouvait être assujettie à une casquette RSE extra-financière. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, en effet, mais je dirais ça c'est un élément qui est intéressant sur la partie RSE et les contraintes réglementaires. Quand vous pensez transition énergétique, projet ENR, finalement, le modèle de marché a été modélisé par rapport aux subventions qui ont permis d'amener maturité. La performance énergétique, finalement, oui, il peut y avoir quelques freins, mais en fait, c'est un modèle gagnant de tous les côtés, parce que c'est un modèle où on va faire des économies. Alors, on peut en faire un peu, beaucoup ou pas, on peut avoir des subventions ou pas, mais de toute façon, même sans une aide et avec la technologie, on peut réussir à être performant. Donc ça, c'est un modèle extrêmement intéressant. Là où c'est plus compliqué, par rapport aux ENR, si je compare, c'est que dans les ENR, vous allez à un tarif. Un tarif, ça va aider les fonds infra ou les financiers à se dire, voilà ce qu'on va percevoir comme créance future. Dans la performance énergétique, c'est beaucoup plus mou parce que finalement, il va falloir tabler sur la performance de l'entité, du conseil qui fait de la performance énergétique et sur de l'historique qu'on n'a pas toujours. Donc voilà. Mais tout va bénéficier de la RSE et ce qui fait booster davantage ces projets, notamment, ça va être le décret tertiaire parce qu'il va falloir rendre performant
des bâtiments et beaucoup d'autres choses dans la mobilité. Par exemple, si on voit le dernier AMI qui a été mis en place par la BPI, il y a un volet 5 sur la performance dans la mobilité, dans le secteur automobile. Et tous les secteurs, petit à petit, ont leur brique performance. Voilà, donc en termes de RSE, c'est important parce que les entreprises pourront le mettre dans leur bilan et dans leur reporting extra-financier, finalement, quelle que soit la modalité de performance énergétique. Rémi, on parle de performance énergétique grâce au retour au bon sens de captation de l'énergie, non pas que via les énergies fossiles, mais aussi par des retours au bon sens d'énergie plus anciennes qu'on remet au goût du jour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des centrales photovoltaïques? Comment, par exemple, le fait d'installer des centrales photovoltaïques ou d'autres typologies d'énergie alternative peut être un palliatif à la crise actuelle? Quels sont les résultats que je peux escompter quand j'en installe, par exemple, sur mon toit? Comment ça permet aussi de maîtriser le coût de son énergie? Et finalement, comment ça se matérialise tout en prenant en considération cette question aussi, c'est quel est le coût d'investissement de mon projet de performance énergétique, et s'il est existant, comment je peux le rendre encore plus rentable? Oui, tout à fait, c'est une très bonne question. Donc dans la production d'énergie, et pour ce qui est du photovoltaïque, pour ce qui nous concerne, mais dans la production d'énergie renouvelable de manière générale, on passe d'un écosystème ancien, mais qui va perdurer, hein, il va pas disparaître, où on a des grosses usines de production d'énergie, que ce soit des centrales nucléaires, des centrales hydroélectriques, des centrales à fuel, enfin à gaz, tout ce qu'on peut imaginer. Donc vous avez un énergéticien qui va mettre en place une installation, des ingénieurs par milliers à un site déterminé, à un nouveau concept où les énergies renouvelables sont par nature dispersées, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit l'éolien, que ce soit le petit hydroélectrique, et on va se retrouver avec une multitude de petites installations. Et cette multitude de petites installations, pour une part, on va avoir du tiers investissement, donc elles vont être détenues par des sachants qui vont être en mesure de piloter cette installation grâce à leur expertise. Et il va y avoir une part de ces installations qui vont être détenues en direct par le propriétaire, par l'exploitant direct qui va escompter de cette production soit une rentabilité, soit une diminution de sa facture d'énergie. Et là, donc, il va se retrouver déporté dans un cadre tout à fait nouveau, où au lieu d'acheter de l'énergie au fur et à mesure de ses besoins, il a fait un pari un jour qu'il va devoir assumer sur le très long terme. Et c'est ce résultat dans la vie réelle, sur le très long terme, qui va lui permettre de dégager une rentabilité. Donc là, il va devoir le sécuriser d'un point de vue juridique en amont, en fonction de l'importance du projet. Enfin, sur un projet important, on va plus sécuriser que sur un projet plus petit. Donc ça, ce n'est pas tout à fait notre sujet à nous, Enerpact. Mais deuxièmement, il va devoir confier la conception, l'installation bien entendu, et ensuite l'exploitation au long cours à un sachant, parce que lui-même n'a pas forcément les compétences pour obtenir dans la vie réelle les performances concrètes qu'il attend de cet investissement qu'il a fait dans le passé. Parce que globalement, une fois qu'il a fait l'investissement, pour une bonne part, les dés sont jetés. Et donc, pour en revenir à des choses vraiment concrètes, aujourd'hui, sur des installations de moyenne taille, en France, hein, vous pouvez espérer un prix de production de l'électricité entre 5 et 7 centimes d'euros par kilowattheure. C'est 3 ou 4 fois moins cher au minimum que ce que vous achetez l'électricité sur le marché aujourd'hui. Donc oui, c'est rentable, mais encore faut-il, sur un projet de production photovoltaïque, que votre centrale tienne la route sur le très long terme, que vous franchissiez tous les aléas qui sont éventuellement possibles, puisque donc pour dire que ça coûte 6 ou 7 centimes, c'est qu'on raisonne sur des dizaines d'années d'amortissement de l'investissement. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public pour l'instant? Sinon, j'avais une question. Donc, on parle de rentabiliser, dérisquer le projet de centrale photovoltaïque. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu du fait de diagnostiquer et de couvrir les risques et la valorisation financière de l'énergie produite?
Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser ce point? Concrètement, comment je prévois un projet de A à Z d'installation de centrales sur mon site industriel, et pourquoi je devrais, par exemple, si je suis dans une région qui n'est pas ensoleillée tout au long de l'année, tendre vers ça? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que finalement consommer de l'énergie carbonée et puis subir les aléas de la crise énergétique peut suffire? Est-ce que, on le verra par la suite, d'autres alternatives peuvent advenir au photovoltaïque? Comment est-ce qu'on défend un projet d'installation de centrale en entreprise, notamment du fait que malheureusement ce n'est pas valorisé au titre des certificats d'économie d'énergie? Il y a, comme toute conception de projet, il y a 2 phases. Il y a le concevoir au mieux, dans toutes ses dimensions, techniques, matérielles, juridiques. Et ensuite, il y a l'exploiter de la meilleure des façons. Alors un projet photovoltaïque, globalement, des panneaux, vous les éclairez, ça produit de l'électricité. C'est relativement, en soi, le fonctionnement est relativement basique. Ceci étant dit, comme tout projet au long cours, vous allez rencontrer des aléas, certains oui, d'autres non, et c'est la façon de réagir à ces aléas qui peuvent être techniques, qui peuvent être réglementaires. Il y a des évolutions de la réglementation. Il y a sur le très long cours, vous avez des partenaires initiaux qui vont changer, etc. Parce que des entreprises qui vivent des dizaines d'années, c'est pas toutes. Donc vous allez vous retrouver dans ce métier qui n'est pas le vôtre et où vous allez devoir complètement changer votre paradigme, parce que l'avantage de l'ancien système, l'avantage de payer ses factures à EDF, c'est qu'au moment où vous avez besoin de l'électricité, pour un prix déterminé, vous la payez et puis voilà, vous avez 0 question à vous poser. Alors que sur un projet d'investissement dans l'avenir, toutes les questions, il faut vous les poser en amont pour dimensionner le projet au juste usage que vous aurez dans le futur. Et donc ça change vraiment le paradigme, la façon de réfléchir son projet. Et c'est de cette façon de réfléchir son projet, puis de le conduire sur le long terme sur un métier qui n'est pas le vôtre, que vous soyez agriculteur, industriel ou je ne sais trop quoi, votre métier n'est pas de produire de l'énergie. C'est un métier, même s'il est relativement simple, produire du photovoltaïque, ça reste relativement simple par rapport à bien des activités, ça recèle beaucoup de spécificités. Peut-être pour rebondir sur ça, je ne sais pas si ça marche. Il bloque. Oui, ça y est. Pour rebondir sur cet aspect-là, non, il ne veut pas me laisser parler, merci. Espérons que ça va marcher. Comme justement les projets de performance énergétique sont modulaires, ça peut être du PV, mais l'intérêt, c'est que si vous êtes au nord de la France, que c'est peu ensoleillé et que vous mettez quand même des panneaux en toiture, que la toiture est utilisable et que le coût est intéressant, vous aurez une performance énergétique. C'est-à-dire, vous ne cherchez pas un projet pour la meilleure rentabilité possible ou un projet pour pouvoir atteindre un tarif clé donné par l'État, mais pour économiser et utiliser tout ce que vous pouvez. Donc, finalement, quelqu'un qui va être un conseil, un consultant ou apporter des solutions de performance énergétique va apporter toutes les briques possibles et il a intérêt à faire le mieux puisqu'il y aura un partage sur la performance énergétique, une possibilité de rembourser les CAPEX et un partage. Donc, tout projet peut être utile. Évidemment, si c'est un endroit où il n'y a pas du tout de soleil, on ne va pas mettre des panneaux, dépenser si on sait que ça n'est pas rentable. Et comme tout à l'heure... Cet endroit n'existe pas. Ça n'existe pas sur Terre. Même en Irlande, le PV est rentable. On a vu les business models, ça marche très bien. Donc, bon, c'est possible en tout cas. Et également, une autre chose, c'est qu'en effet, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, il n'y a pas de C2E parce qu'on a une position depuis 2018 de la Creux qui nous dit que finalement, mettre des panneaux en toiture, autoconsommer, ça n'est pas un mode d'économie d'énergie. Rien ne le prouve. Eh ben, on va le prouver avec le temps parce que l'autoconsommation se développe fortement, les projets de performance aussi. Ce qu'il faut maintenant, c'est récolter les datas pour montrer en quoi finalement ça donne des économies d'énergie et pas seulement liées au marché, mais vraiment à l'aspect je prends en charge en tant qu'entreprise, je prends en charge ma propre performance énergétique et donc je suis attentif à la façon dont j'achète et je consomme. Et ça, c'est déjà un premier phénomène d'économie d'énergie qui rendra les projets beaucoup plus rentables à terme.
On l'a vu en introduction, c'est aussi côté industriel une prise de risques qui sont souvent mal couverts et qui freinent très souvent l'investissement. C'est souvent de la trésorerie investie. Pourtant, il y a plein d'alternatives qui peuvent être mises en place. La performance énergétique, ça commence aussi peut-être par l'éco-conception de ces produits qui sont par exemple éligibles au crédit impôt innovation jusqu'à l'audit de ces infrastructures énergétiques. Il ne s'agit pas simplement de poser des panneaux photovoltaïques sur son toit, mais peut-être de rénover globalement l'ensemble de son parc industriel, à commencer par ses machines. Est-ce que Vincent, tu peut nous faire un tour d'horizon de l'ensemble des leviers qui existent et notamment qui sont portés par les équipes énergie de Layton, en passant par exemple par la renégociation des contrats avec ses fournisseurs, les erreurs de facturation, l'optimisation des erreurs de facturation, les fameux C2E dont on fera un focus juste après. On parle aussi d'effacement de l'électricité. Ça, les entrepreneurs n'en ont pas forcément conscience, qu'on peut mettre en pause de temps en temps ces usines pour réguler sa consommation et baisser son coût énergétique. Il y a aussi d'énormes aides de l'État qui sont mises en place, notamment récemment avec les aides aux entreprises énergivores qui quand même peuvent aller jusqu'à 150 millions d'euros d'aides, de subventions pour les entreprises qui ont subi la crise énergétique. On a aussi l'aide compensation des coûts indirects carbone qui permet une couverture de 75% du surcoût engendré par l'augmentation justement des prix de l'énergie. Les optimisations de taxes énergétiques où il y a beaucoup d'optimisations possibles. Vous l'avez vu, la pause qui a été mise en place sur la taxe de gaz s'arrête, donc ça va redémarrer la taxation très forte sur le gaz. Et puis, on a aussi l'optimisation des puissances souscrites. Est-ce que tu peux un petit peu compléter ce que je viens de proposer ? T'en as dit déjà beaucoup. Après, l'idée, justement, c'est de savoir et de mettre le curseur au bon endroit pour savoir ce qui va être intéressant pour un industriel ou pour une foncière. Aujourd'hui, on a un parc industriel et un parc tertiaire qui est vieillissant et aujourd'hui, on est obligé de trouver des solutions pour rénover tout ça. Nous, notre travail, ça va vraiment être là-dessus. C'est de dire, bah voilà, potentiellement, vous avez des exonérations possibles parce que par rapport à votre production, vous pouvez bénéficier d'exonérations de taxes sur l'électricité, sur le gaz, sur les carburants. Vous pouvez évidemment aussi bénéficier d'installations qui vont être financées justement par le dispositif des C2E. Et aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour faire, par exemple, dans le système industriel ou tertiaire. Moi, aujourd'hui, je vais valoriser énormément d'opérations, comme on l'appelle dans notre jargon, c'est-à-dire d'installation de groupes froids avec de la récupération de chaleur, puisque quand vous avez en fait ni plus ni moins qu'un frigo chez vous, bah, vous savez qu'il va produire de la chaleur. Cette chaleur peut être récupérée pour justement faire chauffer l'eau chaude sanitaire ou des bureaux. Donc en fait, notre travail, ça va vraiment justement d'identifier l'ensemble de ces leviers. Tu parlais de puissance souscrite, d'effacement. Le FEDER et le fonds chaleur, je pense que c'est obligatoire de nos jours. L'idée, c'est de se dire, il y a une multitude de leviers, maintenant lesquels je vais choisir pour moi en faire bénéficier mon entreprise, mes bureaux, et comment je vais le faire fonctionner ça. On est des fois sur un système qui va être vraiment incitatif, où il va falloir vraiment travailler en avant-projet pour faire en sorte qu'on arrive justement et qu'on puisse vous faire bénéficier de tel ou tel levier. Des fois, malheureusement, les opérations sont déjà en cours, donc c'est un peu tard. Il va falloir trouver d'autres solutions. Donc tout ça pour dire qu'en fait, vous avez sur aujourd'hui l'idée d'une réhabilitation, d'une rénovation d'un parc industriel ou tertiaire. Vous avez des financements qui sont possibles et qui peuvent potentiellement, sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d'un autofinancement de cette installation. Ça ne sera pas toujours possible, mais nous, vraiment, notre travail, ça va être de jouer là-dessus et de regarder sur quoi vous allez être éligible. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces démarches-là sont des dispositifs qui sont pérennes dans le temps, qui existent depuis déjà
15 ans pour le dispositif des C2E, pardon, il existe depuis 2006, donc ça fait déjà bien plus longtemps, d'autres qui sont relativement plus récents. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, nos interlocuteurs ne sont pas au courant de ces dispositifs et de ces leviers. Et en fait, quand je parle de décret tertiaire ou décret BACS, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc décret tertiaire, tout le monde a dû faire sa déclaration sur Opérate, puisque l'objectif, c'est d'arriver en fait à moins 40% de gains énergétiques à horizon 2030. Puis après, ça va s'accentuer suivant les années. Là, aujourd'hui, l'ensemble de mes clients, de mes partenaires me disent en fait, je viens juste de faire ma déclaration sur Opérate pour faire mon année de consommation de référence. Alors que le décret est sorti depuis déjà 3 ans. Et le décret BACS, on est exactement sur quelque chose qui est nouveau, qui veut dire Building Automation Control System, qui impose en fait à tous les propriétaires et locataires de bâtiments tertiaires de mettre en place un système de GTB. GTB, ça veut dire gestion technique de bâtiment. Et ça veut dire quoi? C'est de la domotique, c'est du bâtiment 2.0 qui va piloter votre système de chauffage, climatisation, éclairage, eau chaude sanitaire. Quand je dis, en fait, aujourd'hui, vous avez cette obligation et vous devez le faire avant le 1er janvier 2025, souvent on me regarde avec des yeux ébahis. Et moi, mon travail, ça va être de dire justement, profitez-en parce qu'en plus, en 2023, il y a des aides supplémentaires. C'est maintenant qu'il faut vraiment mettre en place certaines choses. Demain, il sera trop tard. Et surtout, ça vous évitera de payer des pénalités parce que, vous allez payer des pénalités alors qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un système qui peut être autofinancé. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup. Des dispositifs comme ceux-ci, il y en a énormément et ils sont vraiment méconnus. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on intervient. Et évidemment, je rebondissais sur ce que disaient Rémi et Sylvie. En fait, des fois, il y a des incohérences dans tous ces systèmes-là. Le photovoltaïque n'est pas valorisable en C2E pour les industriels et les propriétaires de parcs tertiaires quand ça va être le cas du côté du particulier. Donc il y a des incohérences et nous, notre travail aussi, ça va être de pousser des sujets, de faire un peu de lobbying pour faire en sorte de faire changer un peu les choses et faire avancer ce dispositif et tous ces leviers de financement parce que sans ça, personne ne fera rien et en fait, on va vraiment... on ne va pas pouvoir répondre à nos obligations environnementales. Donc il y a des contraintes et ces contraintes, il va falloir les surpasser avec ces systèmes de financement. Est-ce qu'il y a des questions ? Sylvie, moi j'ai une question. Comment est-ce qu'on couvre juridiquement le risque d'investissement dans des projets de performance énergétique ? Alors, pour parler de la couverture du risque, il faut déjà voir quel modèle on a. C'est vrai que les deux types de modèles que l'on voit le plus, on a soit un modèle de type prestataire, soit un modèle plus de type tiers investissement. En modèle prestataire, finalement, un prestataire va intervenir chez un industriel ou pour un bâtiment pour faire des recommandations, faire une offre de design technique, la chiffrer, indiquer finalement quel est le coût d'intervention, quels seront les travaux, quelles seront les garanties et finalement les performances potentiellement attendues. Dans ce cadre-là, la position de l'industriel, si je prends un industriel qui souhaite faire de la performance, ça va être finalement un coût à payer, un paiement des travaux où il se financera lui-même ou il le paiera directement pour l'ensemble des travaux à faire et directement, s'il a payé tous les capex au prestataire qui a fait les installations, il va au fil des années vérifier et contrôler la performance qu'il a, les économies et les calculer. Voilà. Donc dans ce cas-là, on n'a pas vraiment besoin d'un financier. Là où on a des financiers, c'est que soit il y a des très gros acteurs de la performance énergétique qui se financent en fonds propres, soit on en a des plus petits qui vont faire appel à des tiers investisseurs. Donc dans les tiers investisseurs, on va avoir finalement des fonds d'investissement intéressés par la performance énergétique qui vont apporter le capex nécessaire et ensuite permettre à la fois à celui qui fait les travaux de performance et à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à payer, mais de rembourser une part de redevance. Et dans ces redevances, il va y avoir 2-3 parts qu'on appelle les R1, R2, R3. La R1 va permettre de rembourser le CAPEX et de payer l'investisseur et ou la banque, si le projet est plus mature. Le R2 va payer la partie de la performance énergétique apportée par l'intermédiaire qui va faire tous les travaux. Et puis le
le R3, ça va être une marge complémentaire qui va dépendre, qui va être une part variable, qui va pouvoir être une part de participation entre les parties. Mais même dans ces modèles maintenant, ça c'est des modèles avec une certaine garantie parce que les investisseurs veulent avoir la certitude de récupérer leur CAPEX. On voit petit à petit dans ces modèles, dans ces projets, le design de projet avec finalement une garantie complète. Donc, alors, pas la garantie de perte, ça je laisserai Rémi en parler, mais en tout cas la garantie du bénéfice. Ça veut dire finalement, on s'engage, nous, prestataires qui mettons en place ce projet, et vous, industriels, sur une durée de 10, 15, 20 ans, selon les typologies et les briques de performance énergétique. Et tout le partage de valeur, on le fait entre nous à 50-50 ou sur une autre base, ce qui fait finalement que le prestataire est en mesure de se rembourser et de rembourser son investisseur sur les gains générés. Alors pour faire ça, évidemment, si on n'a pas un engagement de l'industriel de payer quoi que ce soit, c'est plus compliqué pour les fonds d'investissement et les banques. Donc il faut s'assurer de l'historique et de la capacité du prestataire et du conseil de savoir-faire, premièrement. Et puis deuxièmement, évidemment, on va mettre en place les projets que par rapport à des CAPEX et des études assez ciblées. Donc il va falloir travailler sur des données historiques de différentes choses que vous allez mettre en place. Et voilà sur quoi on travaille pour rentabiliser les projets côté financier. Réaction, Rémi? Non, ben nous, on s'inscrit tout à fait dans ce modèle prestataire que Sylvie expliquait. Ce qu'il faut vraiment, la transition énergétique, il y a un premier point, qu'on soit dans le photovoltaïque ou dans toute autre chose, il y a les solutions techniques. Donc il y a des sociétés X ou Y qui développent des solutions techniques qui sont éventuellement en fonction des sujets pertinentes, mais où l'utilisateur n'a en règle générale pas les compétences pour déterminer si cette solution est vraiment pertinente. Donc il va avoir besoin d'être conseillé. On a beaucoup prononcé le mot audit tout à l'heure, c'est vraiment le sujet initial de la performance énergétique, c'est l'audit et la véracité de l'audit. Parce que si on répond bien à une mauvaise question, on a mal répondu. Donc de se poser la question en profondeur de quel est le sujet réel, concret, qui va devoir être traité, ça c'est la première étape de tout projet de performance énergétique. Et ensuite, effectivement, il y a qui porte le risque. Est-ce que c'est un tiers investisseur ou est-ce que c'est l'utilisateur en tant que tel qui va porter son propre risque? Et après, la troisième question qui est, est-ce que la performance va réellement être au rendez-vous? Et cette histoire de performance, en fait, elle n'est pas anecdotique, parce qu'aujourd'hui, quand même, dans les mécanismes de sécurisation juridique, c'est plus facile pour un Total de paraître sécurisant que pour la petite PME du coin. Et pourtant, les deux existent. Donc, il va falloir trouver des moyens, il va falloir que collectivement, on trouve des moyens pour que tous les acteurs, quelle que soit leur taille, arrivent à ce sujet de performance énergétique, parce qu'on va tous en avoir besoin, de la plus grosse multinationale avec les reins les plus solides, aux petits artisans du coin, tout le monde, sans parler du sujet des particuliers. Et en effet, c'est une question de compétence. C'est une ingénierie finalement qui ne nécessite pas d'être un grand groupe pour savoir faire, mais c'est une ingénierie technique qui permet de savoir quelle brique on va mettre et qu'est-ce qui permet de faire gagner en énergie. Donc si on reprend un peu tous les éléments de risque, en effet, cet audit est essentiel. C'est la première partie. Est-ce que l'audit est bien fait? Est-ce que le recensement est bien fait? Est-ce que le prestataire est en mesure de bien connaître le site industriel et de savoir là où il pourra gagner de l'argent et comment? Est-ce que les outils qu'il va proposer, les actifs qu'il va mettre sur le site seront des actifs vraiment performants, les plus performants les possibles, pas trop chers par rapport à la performance et adaptés dans le temps? Et est-ce qu'il n'y aura pas besoin de les changer tous les 2 ans? Donc il y aura d'abord cet aspect technique et ingénierie qui est essentiel. Ensuite, il y a la qualité de construction. Qui va être le sous-traitant qui va installer, que ce soit une toiture solaire ou que ce soit des ORC ou que ce soit des groupes de chaleur, froid, chaud, etc. Peu importe, ou même de la tuyauterie
prix, finalement, qui va être suffisamment compétent avec une bonne garantie. Ensuite, qui va pouvoir maintenir tout ça? Parce qu'il y a des éléments qui nécessitent une maintenance divergente. Si on a seulement une toiture solaire, on connaît les acteurs qui savent maintenir des toitures solaires. Mais la performance énergétique, c'est plusieurs briques. Donc, il faudra de la maintenance différenciée et compétente. Ensuite, on a un risque, évidemment, lié à la contrepartie. Quelle est la contrepartie face à nous, l'industriel? Est-ce qu'il va pouvoir, s'il donne une garantie de paiement sur le R1 dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'il peut le payer? S'il n'y en a pas, on va contrebalancer, on va regarder davantage le prestataire et on va regarder si Rémi sait vraiment faire. Et face à Total, est-ce qu'il est aussi compétent et quelle brique il peut apporter? Et comme on le voit, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc finalement, sur toutes ces étapes, il y a un risque à prendre. Le sujet du tiers investissement est finalement, in fine, qui va prendre une petite partie de ce risque financier. Vincent, tu l'as un petit peu abordé, la couverture du risque et le projet de performance énergétique en industrie notamment passe par ce qui obsède ou en tout cas ce qui intéresse fortement un décideur ou une direction d'entreprise, c'est de lisser les coûts d'investissement de performance. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets en industrie? On l'a vu avec le dispositif des C2E qui existe depuis un certain temps, qui n'est utilisé, que je crois, à 17% parmi l'ensemble de ce qui est généré via ce dispositif par les industriels, donc relativement méconnu. Il y a plus de 33 opérations. Est-ce que tu peux donner un exemple concret d'un industriel qui aurait bénéficié de ce dispositif pour lisser ses projets d'investissement? Et voilà, comment ça se concrétise et comment aussi c'est ensuite proposé aux énergéticiens? Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est avec par exemple l'installation d'un industriel qui mettait en place un groupe froid, c'est-à-dire groupe froid, c'est un gros frigo pour produire en fait du froid de manière industrielle. Et donc aujourd'hui, c'est des investissements qui peuvent aller, suivant les puissances des machines, entre 300 000 et 1 million, voire plusieurs millions d'euros en termes d'investissement. Et donc, dans le cadre de cette opération-là, finalement, cette récupération de chaleur va bénéficier pour chauffer l'eau chaude sanitaire et les bureaux, comme je le disais tout à l'heure. Donc, finalement, dans tout le dispositif des C2E, on répond à un cadre technique, c'est-à-dire une fiche d'opération standardisée qui va vous confirmer votre éligibilité ou non à ce financement. Et donc, cet industriel dans le sud-ouest qui s'appelle Quercy, en fait, avec qui on collabore, finalement, a proposé une solution autofinancée à un GAEC, en fait, des agriculteurs, finalement. Donc, on est dans le monde agricole, mais sur une opération qui ressemble à une opération industrielle. Et finalement, sur un devis qui était de 300 000 euros, il y avait 200 000 euros de C2E et il y avait 100 000 euros de subvention. Donc tout ça pour dire que finalement, quelqu'un qui, à la base, n'avait pas spécialement de budget alloué pour une somme aussi importante, puisque 300 000 euros, c'est quand même déjà conséquent pour un GAEC, finalement a pu bénéficier d'une opération totalement autofinancée. Et ça, c'est grâce au dispositif des C2E. Et donc, dans les 33 opérations qui concernent l'industrie, et finalement, vous avez d'autres fiches qui concernent d'autres secteurs, le secteur agricole, le secteur du transport, du tertiaire, du résidentiel et de tout ce qui est raccordement à des réseaux de chaleur. Finalement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne va pas utiliser l'ensemble et la majorité de ces fiches et de ces financements possibles, puisque finalement, des fois, le curseur, il n'est pas au bon endroit et ça vaut, pour le temps de traitement et du temps passé qu'on va faire, le retour sur investissement va être vraiment trop faible. Donc il y a vraiment, par contre, un besoin de conseils en amont pour se dire celle-ci, il faut y aller, ou celle-ci, vraiment, il n'y a aucun intérêt, parce que vraiment, clairement, si c'est pour gagner 3 francs 6 sous, je pense que ça n'intéressera personne. Et puis on va très rapidement passer dessus parce que le temps nous est compté, mais il y a aussi tout un tas d'opérations qui peuvent être spécifiques, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises, peut-être parmi l'Assemblée, peuvent créer des fiches, c'est-à-dire du fait même de leur activité, qui peut être éligible au C2E via des opérations spécifiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ou donner des exemples concrets? Tout à fait. L'opération spécifique, en fait, c'est justement quand on est hors des cases et que finalement, vous allez prouver par A plus B qu'il y a un gain énergétique. Donc, ça va demander d'autres contraintes, un audit
énergétique qui va vraiment être poussée avec en fait une sorte d'amortissement et un gain énergétique sur plusieurs années qu'il va falloir prouver auprès de l'administration qui valide ce type d'opération, qui est tout simplement le pôle national des certificats d'économie d'énergie. Et donc si vous ne rentrez pas dans ces fiches d'opération standardisées, ça veut dire que vous pouvez rentrer dans le cadre de cette opération spécifique. Évidemment, sur le papier, c'est très alléchant. Alors, souvent, on le propose pour des opérations de grande ampleur, parce que, comme on le disait, l'idée, c'est de mettre aussi le curseur au bon endroit. Et surtout, c'est des dossiers qui vont être quand même relativement assez longs dans le temps, sur du moyen terme. C'est-à-dire qu'entre le moment où on va commencer à faire l'audit énergétique, monter le dossier administratif et récupérer les fonds, là on est sur une échelle de temps qui est plus longue que sur un dispositif classique qui va s'étaler là justement sur 1 à 2 ans, quand sur de la valorisation des C2E, suivant les opérations, on peut avoir un retour sur investissement sur 6 mois. Sylvie, j'avais une dernière question. On a vu donc un certain nombre de leviers et de capacités à gagner en performance énergétique purement par réflexe de mise en conformité réglementaire ou simplement pour le fait de pouvoir continuer à répondre par exemple à des appels d'offres de donneurs d'ordre qui souhaitent avoir un prestataire qui fait des efforts au niveau énergétique pour baisser aussi son empreinte carbone. Mais on a aussi un certain nombre de leviers qui existent pour aller encore plus loin. Je n'oserais pas utiliser le mot verdir, mais pour avoir un projet de performance énergétique à impact, on l'a vu, il y avait ceux qui étaient purement réglementaires et ou business, et ceux plutôt orientés RSE, ESG. Est-ce qu'on peut un petit peu rapidement parler des, par exemple, certificats de garantie d'origine, des Power Purchase Agreements, ou alors encore des certificats biogaz? Oui, alors justement, depuis maintenant quelques temps, on parle et on conclut depuis les tout premiers en France, il y a 4-5 ans, qui étaient ce qu'on appelle les corporate PPA. On a des spécialistes dans la salle du sujet qui en parleraient mieux que moi, mais sur ces corporate PPA, ce sont des contrats finalement qui permettent de développer des projets d'énergie renouvelable sur des sites et de vendre l'énergie verte directement sans passer aujourd'hui encore par un modèle fournisseur et de pouvoir vendre cette énergie à des industriels qui l'achètent et qui ont besoin de verdir également leur consommation. C'est très important parce que ce verdissement permet également à eux de remplir leurs contraintes RSE. Donc ce développement, on le voit de plus en plus pour l'électricité. Les premiers contrats maintenant se mettent en place également, les BPA pour la partie biogaz et la vente de biogaz sur le marché également pour avoir cette vente directe. Donc comment sont ces contrats? Alors sur les BPA, ils sont tout nouveaux, on commence à voir les premiers modèles apparaître, mais on n'est pas encore sur un marché mature aujourd'hui. Sur les corporate PPA, c'est beaucoup plus, ça commence un peu plus à se standardiser avec des négociations qui restent quand même longues pour se mettre en place, des contrats beaucoup de longue durée, même s'il y en a quelques-uns qui sont à 5-10 ans sur des projets existants qui sont en renouvellement ou en repowering, mais on trouve majoritairement des projets de 15-20 ans, beaucoup sur du photovoltaïque, sur des projets déjà d'une certaine taille. Voilà, donc ces projets se développent, les contraintes évidemment administratives se renforcent aujourd'hui. Rémi, pour finir, vous qui êtes entrepreneur, quels sont vos conseils sur les innovations ou en cours ou à venir sur la thématique des énergies alternatives, sur le photovoltaïque et puis plus globalement de la performance énergétique? Moi, mon conseil, je vais plaider pour ma crèmerie, pour notre crèmerie, c'est que la transition énergétique repose sur des solutions matérielles, mais qui sont difficiles à choisir et à sélectionner, et qu'il va falloir être bien entouré pour faire les bons choix. Parce que si tout le monde va se mettre, tout le monde façon de parler, mais tout le monde va se mettre à produire et à économiser de l'énergie, et tout le monde n'est pas outillé, n'est pas câblé pour, il va falloir le financer, il va falloir le structurer, il va falloir l'exploiter. Et donc vraiment, mon conseil, c'est entourez-vous de conseils qui sauront bien vous accompagner sur chacune de ces parties, parce que faire un investissement, c'est un pari sur l'avenir, et faire un pari, c'est risquer de perdre, c'est risquer de faire une erreur.
que ce soit une erreur d'investissement ou une erreur d'exploitation. Donc entourez-vous bien. Je pense que c'est vraiment... voilà. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très séduisant, et on l'a bien compris aujourd'hui, c'est que sur la performance énergétique, il y a vraiment moyen, ce qu'on fait nous, ce que fait Layton, il y a beaucoup de modèles intéressants qui existent, qui sont gagnants-gagnants, des modèles où il n'y a pas de perdants. C'est-à-dire que bien évidemment, tout le monde a gagné sa vie au final, hein, on parle de business, mais où au final, chacun, en même temps, a rempli son objectif. Et au-delà de la transition énergétique, que j'espère à titre personnel, cette transition écologique, je trouve que ça entraîne plein de mécanismes très vertueux où il n'y a pas quelqu'un qui essaye d'assassiner un autre, mais tout le monde qui essaye de réussir ensemble. Et ça, je trouve ça c'est très excitant. Eh bien, écoutez, il est midi et demi. Juste un mot de la fin pour ça. Je pense qu'en performance énergétique, l'erreur, c'est de ne pas gagner suffisamment. Vincent, petite conclusion. Rien à dire. Tout a été dit. Non, mais c'est vrai, je rejoins en fait sur le fait que ça va inculquer des valeurs qui sont un peu différenciantes du business pur et vraiment une entraide en fait, puisqu'on est obligé. Maintenant, on n'a pas le choix, il faut y aller, et donc du coup, autant y aller à plusieurs. Et puis, vous l'aurez compris, sans vouloir faire du patriotisme bas de gamme, mais on est quand même dans un pays où on a la chance d'avoir un certain nombre et de leviers et de dispositifs qui permettent de soulager la facture énergétique. On fait partie au niveau européen et même mondial des pays les plus avancés vis-à-vis des incitations, ne serait-ce que via le dispositif des C2E qui est quand même unique au monde, et c'est la France qui le fait, de forcer les énergéticiens à sponsoriser un certain nombre de travaux de rénovation et de performance énergétique. Donc il faut en profiter et il faut effectivement se faire accompagner par des personnes ou des entreprises qui peuvent soulager ce travail administratif qui est souvent long et pénible, notamment pour obtenir des aides ou des subventions. Je pense aux aides actuelles sur les entreprises énergivores. J'espère que cette conférence vous a plu. J'ai un petit message à passer. Si vous voulez aller un petit peu plus loin ou si vous voulez un petit peu mieux comprendre ce que c'est la performance énergétique, il y a ce livre blanc qui est à télécharger sur le site de Layton. Ça s'appelle Impact 2025. Ça a été fait avec l'usine Nouvelle. On a interviewé un peu plus de 250 industriels, de la TPE au très grand groupe, et quelques institutionnels comme BPI par exemple, ou le collectif des startups industrielles. Et chacun y allait de son point de vue et on a proposé des tendances, on a analysé avec eux leurs enjeux. Donc je vous invite à le télécharger parce que c'est riche d'enseignements et il y a pas mal de conseils très pragmatiques dedans à y retrouver par rapport à ce qui a été évoqué pendant cette conférence. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon appétit. Et puis éventuellement, à demain, on interviendra à Layton sur la conférence sur PME, la grande débrouille des PME avec la CPME Auvergne-Rhône-Alpes à 10h45, si vous voulez qu'on se retrouve aussi demain. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Sylvie, merci Rémi et merci beaucoup Vincent d'être intervenu. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.